Elle m'a avoué qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Accepte-le, c'est tout. Je n'ai pas crié ni supplié. Cette nuit-là, j'ai emballé toutes mes affaires pendant qu'elle était avec lui. Quand elle est rentrée à 3 heures du matin, elle a trouvé son côté du placard intact et le mien complètement vide. Je m'appelle Nicolas Rivière, j'ai 31 ans, je suis technicien en froid industriel, de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller vérifier les chambres froides des restaurants et des entrepôts. Ce n'est pas un travail glamour, mais ça me permet de vivre et je n'ai jamais rien demandé à personne. C'était quelque chose que Marion, mon ex-petite amie, n'a jamais vraiment compris. Pour elle, qui travaillait dans le marketing d'une entreprise brassicole et passait son temps en réunion avec des gens en costume, mon métier était quelque chose qu'elle mentionnait avec un petit ton bizarre quand ses amis lui posaient la question. Il fait dans la réfrigération et ce genre de choses, disait-elle comme si elle avait honte de prononcer ma profession en entier. Mais laissez-moi remonter un peu en arrière car cette histoire n'a pas commencé la nuit où je suis parti. Elle a commencé bien avant, dans les petits silences que j'ai appris à habiter. Marion et moi nous sommes rencontrés dans un petit restaurant du quartier de la Guillotière à Lyon, un de ces endroits avec des chaises en plastique et un ventilateur qui ne fait que déplacer l'air chaud d'un côté à l'autre. Elle était avec des amis, j'étais seul après un long service. Elle m'a demandé la sauce et à partir de là, nous n'avons pas arrêté de parler pendant 3 heures. J'ai aimé qu'elle rit fort, sans se couvrir la bouche, et qu'elle puisse parler de n'importe quoi sans rendre la chose ennuyeuse. Je me suis senti vu et à l'époque, je ne savais pas à quel point c'était rare et précieux. Nous sommes restés ensemble presque 4 ans. Nous avons emménagé ensemble la 3e année dans un appartement qu'elle a choisi dans le quartier de la Croix-Rousse parce qu'elle aimait le quartier. Je payais 60% du loyer parce que je gagnais un peu plus en haute saison et elle s'occupait d'internet et du gaz. Au début, la cohabitation était bonne. Nous cuisinions ensemble le dimanche, regardions des séries le soir avec les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air de la colline et nous nous endormions parfois sur le canapé sans le vouloir. C'était des jours simples, ceux qu'on n'apprécie pas jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé à changer. Il n'y a pas eu de moment précis, c'était plutôt comme une fuite d'eau. D'abord un commentaire ici, puis un soupir là. Pourquoi sens-tu toujours le métal quand tu rentres? Ne pourrais-tu pas mettre autre chose que ce t-shirt délavé? C'est que parfois, j'ai l'impression que tu n'évolues pas, Nicolas. Cette dernière phrase, elle me l'a dite un soir où je lui ai proposé d'aller dîner dans le même restaurant où nous avions fêté notre anniversaire. Pour elle, retourner au même endroit était un symptôme de conformisme. Pour moi, c'était de la nostalgie. Nous ne nous sommes jamais mis d'accord là-dessus. Petit à petit, son ton est passé de l'impatience à quelque chose de pire. L'indifférence. Elle a cessé de m'inviter aux soirées avec ses collègues de travail. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Quand je rentrais à la maison et que je lui racontais quelque chose qui m'était arrivé, elle continuait à faire défiler l'écran de son téléphone et répondait par un H qui sonnait creux, comme un écho dans une pièce vide. J'ai commencé à moins parler, à prendre moins de place, à moins demander. Je pensais que si je me faisais plus petit, il y aurait moins de choses qui la dérangeraient. Environ 3 mois avant que tout n'éclate, Marion a commencé à sortir plus souvent. D'abord, c'était des dîners avec des amis du travail, puis des événements de réseautage qui se terminaient à 1 heure du matin. Elle s'apprêtait différemment pour ses sorties. Elle mettait un parfum que je ne lui connaissais pas, quelque chose de doux, comme de la vanille avec une touche d'agrumes, et elle se maquillait les yeux d'une façon qu'elle n'utilisait jamais avec moi. Quand je lui demandais où elle allait, elle me répondait avec cette phrase qui est devenue son bouclier. Ne commence pas, Nicolas. Son téléphone portable a changé d'habitude, elle le laissait aussi face vers le bas sur toutes les surfaces. Elle a mis un nouveau mot de passe. Un soir où elle est allée aux toilettes et que le téléphone a vibré sur la table, j'ai vu du coin de l'œil une notification avec un emoji cœur et un prénom. Maxime. Je n'ai rien dit. Je suis resté assis avec mon assiette qui refroidissait, me sentant stupide d'espérer qu'il y ait une explication innocente. La confrontation a eu lieu un jeudi. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dramatique. Nous étions dans la cuisine, elle rangeait des sacs de courses, je lavais une poêle. Je lui ai demandé directement sans élever la voix. Qui est Maxime? Elle s'est arrêtée une seconde avec un paquet de serviettes à la main. Puis elle a continué à ranger les affaires comme si elle ne m'avait pas entendu. J'ai répété la question. Un ami du travail. Tu vas déjà commencer avec tes insécurités?
J'ai vu la notification. Elle s'est appuyée sur le comptoir et m'a regardé avec cette expression que je détestais, celle qui me donnait l'impression que c'était moi le problème pour avoir posé la question. Alors, tu fouilles dans mon téléphone maintenant? C'est du joli, Nicolas. Je n'ai rien fouillé. J'ai vu une notification. Il y a une différence. Mais se disputer avec Marion, c'était comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Je finissais toujours par me sentir mouillé et les mains vides. Cette nuit-là, nous avons dormi en nous tournant le dos, avec un demi-mètre de matelas entre nous qui ressemblait à un abîme. 2 semaines de plus ont passé. Le prénom de Maxime n'est plus jamais apparu dans aucune notification, mais les sorties ont continué. Le nouveau parfum a continué et le mur entre nous a continué de grandir brique par brique. Je dormais mal, j'arrivais au travail avec des cernes et mes collègues me demandaient si j'étais malade. Mon pote Théo, qui travaille avec moi et me connaît depuis des années, m'a pris à part un jour dans l'entrepôt et m'a dit sans détour, « Mon vieux, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté, pas les détails, juste l'essentiel. Théo est resté silencieux un moment en se grattant la nuque, puis il m'a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Quand quelqu'un te fait sentir que tu es fou de remarquer l'évidence, ce n'est pas toi qui as un problème dans la tête. Je n'ai rien répondu, mais j'ai senti que quelque chose se desserrait dans ma poitrine, comme une vis qui était trop serrée depuis des mois. Le vendredi qui a tout changé, Marion est rentrée tôt du travail. Bizarre. Elle s'est servi un verre d'eau, s'est assise sur le tabouret de la cuisine et m'a regardé d'une façon que je n'ai pas reconnue. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était plutôt une lassitude résolue, comme quand on décide enfin de jeter de vieilles chaussures. J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu n'en fasses pas un drame. Je suis resté debout avec une serviette dans les mains. J'ai senti que le sol bougeait légèrement. Oui, je vois Maxime. Ça fait un moment et je ne vais pas le quitter. Elle l'a dit comme ça, clairement, comme si elle lisait une note vocale qu'elle avait déjà répétée, sans que sa voix ne tremble, sans baisser les yeux, sans le moindre signe que cela lui coûtait de le dire. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu l'acceptes. Rien ne doit changer entre nous. Les gens matures gèrent ces choses-là. Les gens matures, comme si le fait de trahir la confiance de quelqu'un pendant des mois puis d'exiger qu'il l'accepte était un signe d'évolution personnelle. Je suis resté silencieux pendant peut-être 30 secondes. Je sais que c'était 30 parce que je pouvais entendre l'horloge murale de la cuisine, une horloge ronde avec un cadre en bois qu'elle avait acheté chez Ikea et que j'ai toujours trouvé laide. Tic tic tic. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Marion me regardait en attendant la réaction qu'elle avait anticipée. Des cris, des pleurs, des supplications, des questions désespérées, quelque chose qui lui donnerait de la matière pour confirmer que j'étais l'instable. Au lieu de ça, j'ai dit « d'accord ». Elle a cligné des yeux 2 fois. Rapidement. Là, j'ai su que je l'avais désarmée. D'accord. Oui, d'accord. Elle a souri de côté, comme si elle avait gagné quelque chose. Elle s'est levée, a pris son sac, a retouché son rouge à lèvres dans le miroir du couloir et a dit « Je rentre plus tard. Ne m'attends pas ». La porte s'est fermée et l'appartement s'est retrouvé dans un silence lourd, comme l'air avant un orage. Je me suis assis sur le canapé, je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas cherché mon portable. Je suis juste resté là à écouter le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation. Pour la première fois depuis des mois, mon esprit était étrangement clair. Ce n'était pas de la paix, c'était une lucidité brute. Je suis entré dans la chambre, j'ai ouvert le placard. Ses vêtements occupaient les 3/4 de l'espace. Des robes, des chemisiers repassés, des talons dans des boîtes, des manteaux qu'elle utilisait 2 fois par an. Mon côté était une bande étroite de chemises de travail, 2 bons pantalons et un tas de t-shirts pliés sur l'étagère du haut. Regarder cela ainsi, tout ensemble m'en disait plus sur notre relation que n'importe quelle conversation. J'ai sorti la grande valise de sous le lit. Elle était couverte de poussière. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos de travail, celui qui a une tache de graisse sur la poche gauche qui n'est jamais partie. J'ai commencé à plier mes vêtements calmement, les chemises d'abord, puis les pantalons, les t-shirts roulés comme ma mère me l'avait appris quand j'ai quitté ma ville natale près de Nantes à 18 ans, les chaussettes en boule, les caleçons empilés, tout méthodique, tout tranquille. Je ne faisais pas une crise, je prenais une décision. Pendant que je faisais mes bagages,
je cataloguais mentalement ce qui m'appartenait dans cet appartement. Les livres sur la petite table, 6 ou 7, rien d'extraordinaire. Mon chargeur de rechange, le ventilateur portable que j'utilisais quand je travaillais dans les entrepôts du Sud, un petit tableau d'un coucher de soleil sur les bords de la Loire que ma sœur Julie m'avait offert, mes outils personnels que j'avais dans une boîte sous le lavabo de la salle de bain. Le flacon de parfum dont Marion disait qu'il sentait le vieux, mais qui me rappelait mon grand-père. Le reste, les meubles, la vaisselle, les rideaux, les photos de voyages encadrés qu'elle avait choisis, tout ça c'était son monde. Je n'étais qu'un locataire qui payait plus de la moitié. À 23 heures, mon portable a vibré. Un message d'elle. Maxime et moi allons dîner dans un nouvel endroit. Ne m'attends pas réveillé. Ah. Le A m'a retourné l'estomac plus que l'aveu lui-même. Cette légèreté, cette cruauté déguisée en désinvolture. Je n'ai pas répondu. J'ai fini de faire mes bagages à minuit. 2 valises, un sac à dos, une boîte en carton avec des livres et des outils. C'était tout. 31 ans de vie compactés dans des bagages qui tenaient dans le coffre de ma vieille Clio. Avant de partir, j'ai fouillé dans le tiroir de la cuisine, ce tiroir où s'accumule tout ce qui n'a pas de place. Des piles usagées, des menus de restauration rapide, des trombones, une bougie votive. J'ai trouvé un bloc de notes adhésives jaunes et un stylo bleu. J'ai écrit 4 mots. Bonne chance avec lui. J'ai décollé la note et je l'ai collée sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière, là où elle s'arrêtait tous les matins pour préparer son café au lait d'amande. J'ai pris mes affaires, éteint les lumières, verrouillé la porte à clé et je l'ai laissée sous le paillasson. L'air de la rue m'a frappé le visage, avec cette odeur d'asphalte et de nourriture de la ville à minuit. J'ai tout mis dans la Clio et j'ai conduit 15 minutes jusqu'à l'appartement de ma sœur Julie dans le quartier de Caluire. Julie a ouvert la porte en pyjama, les cheveux attachés en tresse et l'air effrayé. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup expliquer. Elle a vu les valises, a vu mon visage et a dit « Entre, je te fais un thé tout de suite ». Elle ne m'a rien demandé cette nuit-là, elle a juste mis des draps propres sur le canapé-lit de sa chambre d'amis. Elle m'a laissé une couverture supplémentaire et m'a dit « Tu es en sécurité ici, mon frère ». Je me suis couché en regardant le plafond, un plafond que je ne connaissais pas. Sans les fissures familières de l'appartement de la Croix-Rousse, sans le bruit de la climatisation que Marion mettait toujours trop froide. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément sans avoir l'impression de prendre trop de place. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Et au petit matin, entre le sommeil et le réveil, j'ai entendu la voix de Marion dans ma tête. Les gens matures gèrent ces choses-là. Et j'ai pensé, oui, elle a raison. C'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, à midi, le portable a commencé à sonner. D'abord des messages, où es-tu? Ensuite, sérieux, tu es parti? C'est quoi ça? Puis, Nicolas, réponds-moi. 5 appels manqués en 40 minutes. Chaque message montait d'un cran en intensité. Je l'ai laissé bouillir toute seule. J'ai écouté le premier message vocal assis dans la cuisine de Julie, en buvant un café soluble qui avait un goût divin comparé au café bio à 12 € que Marion achetait. Sa voix n'était pas pleine de remords, c'était une panique logistique. Pourquoi as-tu pris tes affaires? Pourquoi ton côté du placard est-il vide? Ne me dis pas que tu es parti pour ça. Ne sois pas ridicule. Ridicule. C'était là le mot qu'utilisent les gens qui vous blessent pour vous faire douter de votre réaction. J'ai attendu 3 heures. Puis je lui ai envoyé un seul message. Tu m'as dit de l'accepter. Je l'ai accepté à ma façon. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, je n'arrive pas à y croire. C'était juste une passade. Je ne pensais pas que tu allais vraiment partir. Juste une passade. Comme si ça rendait la chose moins grave. Comme si les heures de mensonges, les excuses, le prénom de quelqu'un d'autre sur l'écran du portable s'effaçaient d'un seul coup. Cette phrase m'a confirmé qu'elle ne m'avait jamais vu comme un partenaire avec sa propre dignité. Elle me voyait comme un meuble qui ne bouge que quand on le pousse. Cet après-midi-là, Marion a débarqué chez Julie. Je ne sais pas comment elle a eu l'adresse. Elle a probablement demandé à un ami commun. Elle a frappé à la porte avec insistance. Julie a ouvert et Marion est entrée sans demander la permission, les bras croisés et la mâchoire serrée, comme elle le faisait quand elle sentait que le monde était injuste avec elle.
Tu m'as ridiculisé. C'est la première chose qu'elle a dite. Non pas, pardonne-moi. Ni, j'ai fait une erreur. Tu m'as ridiculisé. Comme si le problème était mon départ, et non ce qu'elle avait fait. Nous aurions pu parler, Nicolas. Tu n'avais pas besoin de partir comme un lâche en pleine nuit. Quelque chose dans le mot lâche m'a arraché un rire court et sec. Ça l'a rendue encore plus furieuse. Tu rigoles, sérieux? Tu te moques de moi? Julie est intervenue depuis la porte de la cuisine. Et, baisse d'un ton. Tu es chez moi. Marion l'a regardée comme si elle venait de remarquer son existence et s'est tournée vers moi. Les gens ne partent pas comme ça. Les gens parlent, les gens négocient. Je l'ai regardée et j'ai ressenti quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Rien. Ni colère, ni tristesse, ni nostalgie. Un vide neutre, comme regarder un mur blanc. Et depuis ce vide, je lui ai dit, tu ne voulais pas négocier, tu voulais que j'accepte. J'ai accepté de partir. Elle a serré les lèvres. Ses yeux sont devenus humides, mais elle n'a pas pleuré. Marion ne pleurait jamais devant les autres. Elle considérait cela comme une faiblesse. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à incroyable et elle est partie en claquant la porte, faisant trembler un petit cadre dans le couloir. Les jours ont passé, le silence s'est installé autour de moi comme de l'eau tiède, sans les commentaires acides de Marion, sans la tension constante de peser chaque mot avant de le dire, sans la peur de faire quelque chose qui la dérangerait. J'ai découvert que j'aimais cuisiner sans que personne ne critique ma façon de couper les oignons. J'ai découvert que je pouvais regarder le football un dimanche sans me sentir coupable de ne pas faire quelque chose de plus productif. J'ai découvert que je pouvais respirer. Marion ne s'est pas rendue facilement. D'abord, il y a eu les messages logistiques. Tu as pris le chargeur de l'ordinateur portable. Tu as annulé Netflix. Sérieux, qui va payer la part d'Internet? J'ai répondu le strict nécessaire. Ensuite sont venus les messages émotionnels. Toujours à l'aube, toujours après que sa colère soit passée. Je n'arrive pas à dormir. L'appartement semble immense. Maxime n'est pas comme toi. Il est immature. Je crois que j'ai fait une erreur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas par vengeance, par survie. Un samedi, je suis retourné à l'appartement pour chercher la dernière boîte. Elle n'était pas là, mais les signes de son désordre émotionnel étaient partout. De la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements jetés dans le salon, une bouteille de vin à moitié vide sur la table à manger. J'ai vu que la note jaune n'était plus sur le comptoir, mais mon côté du placard était toujours vide. Les cintres nus pendaient comme les squelettes de quelque chose qui n'existait plus. Sur la chaise de la salle à manger, il y avait un sweatshirt d'homme qui n'était pas à moi, bleu marine, grande taille, avec un logo de salle de sport. Je l'ai regardé une seconde sans rien ressentir et j'ai continué à emballer mes livres. Je me suis installé dans un petit appartement dans le quartier de la Guillotière, près de mon travail. 50 mètres carrés de presque rien à moi, un matelas par terre, une table pliante d'IKEA, 2 chaises et une étagère où j'ai mis mes livres et le tableau du coucher de soleil sur les bords de la Loire. Ça sentait la peinture fraîche et la possibilité. Julie m'a offert des rideaux et Théo m'a trouvé un réfrigérateur d'occasion auprès d'une de ses connaissances. C'était peu, mais c'était à moi. Chaque recoin était une décision que j'avais prise, pas une concession que quelqu'un m'avait imposée. Les semaines ont passé, des amis communs ont commencé à me chercher avec des messages prudents pour tâter le terrain. Et, tu sais que Marion va mal? Elle dit qu'elle ne pensait pas que tu partirais sérieusement. Elle dit que tu as exagéré. J'ai laissé circuler la version qu'elle voulait. Je n'avais pas l'énergie de la corriger et la vérité, c'est que les personnes qui comptaient pour moi savaient déjà ce qui s'était passé. Un soir en semaine, presque un mois plus tard, elle m'a appelé. Il était environ 2 heures du matin. J'ai répondu par instinct, à moitié endormi. Elle pleurait. Je ne l'avais pas entendue pleurer pendant les 4 ans que nous avons passés ensemble. Elle a dit des choses précipitées, que Maxime était parti de l'appartement après une dispute, qu'elle se sentait seule, qu'elle n'arrivait pas à croire que sa vie se soit effondrée ainsi, que je lui manquais, que j'étais la stabilité. La stabilité, pas ce qu'elle aimait, pas ce qu'elle valorisait, la stabilité, comme un appareil électroménager fiable. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je lui ai dit, je ne t'ai pas manqué tant que tu croyais que je n'allais pas partir, Marion.
Je te manque maintenant que je ne suis plus là. Elle a raccroché. Le lendemain matin, je l'ai bloqué. Ce n'était pas un acte de rage, c'était un acte d'hygiène émotionnelle, comme enlever un pansement d'une blessure qui s'est déjà refermée. 1 mois et demi plus tard, je l'ai croisée dans un magasin de proximité du cours Gambetta. J'achetais de l'eau et des chips après une intervention. Elle faisait la queue avec un café de la machine. Elle avait l'air différente, pas renouvelée, mais usée, sans maquillage, les cheveux détachés et non lissés, un sweatshirt que je ne lui connaissais pas. Nos yeux se sont croisés et il y a eu une seconde où aucun de nous n'a su quoi faire. « Salut », a-t-elle dit, en essayant un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Salut », ai-je répondu, « comment vas-tu » ? Bien, et c'était vrai. Ça l'a déconcertée. Elle m'a regardé comme si elle cherchait des failles, comme si elle espérait trouver de la misère sous mon calme. « Tu vas vraiment bien » J'ai hoché la tête. Elle m'a raconté rapidement, comme si elle avait besoin de lâcher l'information avant de le regretter. Maxime l'avait quitté. Il s'était avéré être jaloux, contrôlant, et quand il a découvert qu'elle était dans une autre relation pendant qu'il commençait la leur, il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. L'ironie, une ironie si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais, a-t-elle dit à voix basse, en regardant le sol comme si le carrelage avait des réponses. Je n'ai pas discuté, je ne l'ai pas consolé, je n'en ai pas ressenti le besoin. J'ai payé mon eau, je lui ai dit, prends soin de toi, Marion. Et je suis sorti dans la rue. Le soleil de Lyon tapait fort comme souvent en été et l'air sentait la nourriture du stand du coin. Je suis monté dans la Clio et je suis resté un moment assis, les mains sur le volant, sentant la texture rugueuse du plastique chaud. Je n'ai pas ressenti de triomphe, je n'ai pas ressenti de tristesse, j'ai ressenti une confirmation. Mon pote Théo m'a dit un jour que la fin de quelque chose n'est pas une conversation, c'est le moment où on cesse d'en avoir besoin. Je crois qu'il avait raison. Récemment, Julie m'a raconté que Marion lui avait écrit sur Instagram. Elle lui a dit qu'elle avait écrit une lettre la nuit où elle a trouvé le placard vide et décollé ma petite note du comptoir. Une lettre qu'elle ne m'a jamais envoyée, où elle demandait pardon pour de vrai, sans excuse, sans détour, où elle disait qu'elle avait confondu le pouvoir avec l'amour et qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un d'accord puisse signifier un adieu. Julie m'a demandé si je voulais qu'elle lui demande la lettre. Je lui ai dit que non. Pas parce que je m'en fichais, mais parce qu'elle arrivait trop tard. Des mois auparavant, j'aurais relu chaque mot 1000 fois, cherchant des significations cachées, me demandant si c'était suffisant, si ça valait la peine de revenir, mais maintenant ces mots étaient le point final d'un chapitre qui était déjà clos. Et on ne rouvre pas un livre juste parce que quelqu'un écrit une note dans la marge après qu'on l'a déjà rendu à la bibliothèque. Ce soir-là, je me suis assis sur la marche devant mon appartement dans le quartier de la Guillotière avec une bière bien fraîche et le bruit des voisins qui dînaient avec les fenêtres ouvertes. Quelqu'un mettait de la musique au loin. Les chiens de la ruelle se poursuivaient entre les voitures garées et j'ai pensé à la façon dont les fins n'arrivent pas toujours avec des explosions. Parfois, ce sont des décisions silencieuses que vous prenez pendant que l'autre personne suppose que vous allez rester. Elle m'a dit de l'accepter et je l'ai accepté. J'ai accepté que je méritais mieux. Je suis parti sans crier, sans vengeance, sans discours, j'ai juste fait mes bagages. J'ai laissé 4 mots collés sur le comptoir et j'ai fermé une porte qui avait besoin d'être fermée depuis des mois. De temps en temps, je remarque des choses qu'elle aurait critiquées, un t-shirt qui, selon elle, m'aurait donné l'air négligé, une chanson populaire à la radio qu'elle aurait changée en disant que c'était démodé. Je souris quand ça arrive, non pas parce qu'elle me manque, mais parce que je n'ai plus besoin de me censurer pour exister en paix. J'ai appris qu'elle avait changé d'appartement, un endroit plus petit. J'espère que tout va bien pour elle. Vraiment, je n'ai pas besoin qu'elle souffre pour me sentir mieux. Ce chapitre a déjà fait ce qu'il devait faire. Quand on me demande si j'aurais fait quelque chose différemment, si je serais resté pour me battre, pour réclamer, pour chercher des explications, la réponse est non. La chose la plus puissante que j'ai faite dans toute cette relation a été de dire, d'accord, de faire mes bagages calmement pendant qu'elle dînait avec un autre et de laisser un message qui ne suppliait pas, ne menaçait pas, n'insultait pas, juste la réalité. En 4 mots jaunes collés à côté de la cafetière. Elle est rentrée à la maison et a trouvé un placard à moitié vide parce qu'elle supposait que l'amour était une permanence sans effort, que je resterais peu importe à quel point elle me faisait me sentir petit. Je ne suis pas resté. Et ce que j'ai appris de tout cela est ceci. Si quelqu'un vous dit d'accepter qu'on vous manque de respect,
croyez-le, mais acceptez-le à votre manière, en vous choisissant vous-même. Vous ne devez votre résistance à personne au détriment de votre dignité. Parfois, la fin la plus saine est la silencieuse. Celle où vous partez, vous ne regardez pas en arrière et vous faites enfin de la place pour une vie qui n'exige pas que vous disparaissiez en elle. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans cette histoire. Quand on se respecte soi-même, on trouve la force de poser ses limites sans violence. C'est en choisissant notre propre paix qu'on avance vraiment. J'aime cette idée que la maturité, ce n'est pas de tout accepter, mais de savoir quand il est temps de partir. Prenez le temps de réfléchir à vos propres relations, à ce qui vous fait du bien. La guérison commence souvent par un simple au revoir silencieux. Soyez bienveillant envers vous-même, même quand les autres ne le sont pas. Et rappelez-vous que choisir son bien-être n'est jamais de l'égoïsme. J'espère que ces réflexions vous aideront à avancer avec plus de sérénité dans votre vie. Merci d'être là et de partager ce chemin avec moi. Si te gusto, no olvide dejar un comentario y apoyar el canal suscribiendo. Nos vemos en las próxima historia.